Salut. Alors aujourd'hui, je vais partager ici un extrait de 99 livres. 99 livres, c'est mon programme de résumé de livres, des 99 meilleurs livres pour entreprendre et créer du contenu sur internet. Donc c'est des résumés disponibles au format audio téléchargeable, des podcasts qui durent en moyenne 20 minutes, mais parfois plus, comme c'est le cas ici avec des personnels MBA. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Juste avant ça, je précise pour les gens qui ne l'auraient pas encore vu, dans mon dernier podcast, j'ai proposé à une dizaine de personnes de faire une semaine de création, pour les gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer du contenu sur internet maintenant. Si vous voulez participer, le lien est en dessous dans la description. Pour cette semaine de création du 26 au 31 décembre, ça se passe à Paris, ça dure 3 heures par jour de cours et d'ateliers pratiques. L'idée c'est d'avoir un petit groupe de personnes avec lesquelles vous allez créer pour vous lancer ou vous améliorer dans votre création en 2020. Et donc on va parler pendant ces 6 jours complets de création, d'écriture et de narration, de son et de voix, de montage de vidéos, d'images, de gestion de communauté, et enfin de création et de vente de produits. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça dans la description. Il reste actuellement encore 5 places sur les 10. Voilà, je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une bonne écoute de Geoff Kaufman et du Personnel MBA. Le Personnel MBA de Geoff Kaufman, c'est un livre vraiment bien qui, moi, m'a beaucoup inspiré par rapport à ce que j'ai fait, notamment par ce programme-là, même 99 livres, puisque c'est un livre, en fait, dont la thèse principale, c'est qu'il faut se former par soi-même, à travers les livres, pour entreprendre, et ne pas aller en école de commerce. Ne pas apprendre ça dans un contexte académique. Il va même plus loin, en fait, l'auteur, il dit même que aller en école de commerce, c'est même nuisible. Ça va même vous coûter du temps et de l'argent. De l'argent parce que ça coûte cher ces écoles en général, et c'est encore pire aux États-Unis où tout le monde est obligé de s'endetter sur plusieurs années, et ils commencent leur vie professionnelle avec de l'argent négatif, avec des dettes, et ce à quoi on pense pas aussi, et qui est peut-être encore plus grave, c'est les années que ça nous coûte. 3, 4, 5 ans, où on n'entreprend pas, et où on aurait pu gagner de l'argent, il y a un manque à gagner auquel on ne pense généralement pas. Et en fait, l'auteur s'appuie pour dire ça sur des études scientifiques qui ont démontré que en fait, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de corrélation entre le fait de passer par une école de commerce et ensuite le fait d'être un bon entrepreneur, un bon créateur ou un bon commercial. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de corrélation. Ce qui est en fait quand même très étonnant, parce que c'est le but à la base. Pour beaucoup de gens, d'aller en école de commerce, c'est ça, c'est d'apprendre à créer quelque chose, d'apprendre à entreprendre et à vendre, etc. Mais il n'y a pas de corrélation, c'est ce que nous dit la science sociale, et les chercheurs qui ont trouvé ces résultats étaient les premiers étonnés. Mais ce que dit Geoff Kaufman, c'est que c'est le cas, et que c'est pas si étonnant quand on y pense, parce que le temps passé à étudier, c'est du temps en moins passé à être sur le terrain. Quand on étudie, on va peut-être y passer plusieurs heures, 8 heures par jour. De temps en temps, il y aura peut-être des mois un peu plus pratiques de stage, etc. Mais l'apprentissage, la création et la pratique sont assez séparés. Et en réalité, les écoles de commerce sont surtout pensées à la base, à l'origine, comme des écoles de management, c'est-à-dire des écoles où on apprend à gérer des gens dans une usine, par exemple, à la base. On va chronométrer le travail des gens pour essayer de l'améliorer, ce qui, en fait, un peu rien à voir avec les qualités nécessaires pour être un entrepreneur au début. Ou de toute façon, vous n'avez même pas des gens à manager, puisque vous êtes tout seul, souvent, au début, ou avec un ou deux amis. Donc, ces qualités de management, etc., elles sont pas tellement utiles pour un entrepreneur, elles sont utiles pour quelqu'un qui va rejoindre une grosse boîte et gérer des gens, être manager, mais c'est tout. Et donc l'auteur propose en fait une vision alternative dans son livre, qui est d'apprendre par soi-même en lisant une centaine de livres sur le business. Donc il a une liste en fait de 100 livres pour entreprendre, qui est pas la même que la mienne, puisqu'il l'a établie il y a quelques années. Elle est assez différente de celle que moi j'ai établie dans 99 livres, mais il partage dans ce bouquin de Personnel MBA toutes les leçons les plus importantes que lui, il a appris. Et je voulais vous les partager ici. Donc ce qu'il dit, c'est que voilà, mieux vaut apprendre par soi-même, parce que quand vous apprenez par vous-même avec des livres que vous lisez ou avec des podcasts que vous écoutez, vous allez déjà pas y passer 8 heures par jour, vous allez peut-être lire 1 heure par soir, vous allez peut-être écouter un podcast dans les transports, ça vous laisse du temps pour créer directement. Et ça c'est vraiment important en termes d'apprentissage, parce qu'on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus rapidement, et on trouve beaucoup plus facilement les informations pertinentes quand on sait ce qu'on doit apprendre et ce dont on a besoin.
Par exemple, ça c'est un truc dont je peux témoigner moi par mon expérience, c'est que, par exemple en ce moment je commence un livre qui s'appelle The Membership Economy, sur l'économie des communautés, des subscriptions, des abonnements, et c'est un livre super intéressant, et j'arrive à le lire très vite, et j'arrive à le lire facilement, et je l'ai trouvé parce que, précisément, j'ai déjà eu des communautés payantes, c'est un business que je connais, que je fais pas actuellement, mais que je vais refaire. Donc en fait, je sais comment lire le livre, comment trouver les informations pertinentes, c'est très intéressant pour moi de le lire, mais si j'avais lu ça il y a 5 ans, déjà j'aurais pas trouvé le livre, ça m'aurait pas tellement intéressé, et je l'aurais peut-être lu beaucoup plus lentement, et j'aurais pas su quelle information vraiment retenir, quelle information est vraiment importante. Donc dans ce domaine-là, c'est important d'apprendre et de faire en même temps. Ce qui peut être difficile dans une école, et beaucoup plus facile si vous apprenez par vous-même. Donc voilà, je vais un peu partager maintenant avec vous les leçons que Josh Kaufman a apprises en apprenant par lui-même, en lisant des bouquins sur le sujet. Alors, un concept que j'aime vraiment bien dans le bouquin, c'est celui des modèles mentaux. Josh Kaufman, en fait, parle de modèles mentaux, c'est-à-dire d'outils qui nous permettent de filtrer la réalité pour retenir les informations importantes et les interpréter de la bonne manière. Une erreur, ce serait d'essayer d'avoir toutes les informations possibles sur un sujet. C'est littéralement impossible, et ça vous prend beaucoup de temps. Ce qui est plus intéressant, c'est d'utiliser différents modèles mentaux, différentes heuristiques, c'est-à-dire différents principes généraux, les tester, et puis voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et je vais vous proposer ici plusieurs modèles mentaux intéressants. Ensuite, il y a une réflexion générale sur l'entrepreneuriat en général, c'est que plutôt que de réfléchir tout de suite à quel hack, quelle technique, quel raccourci vous pouvez avoir pour toucher un maximum de gens, le plus important c'est de faire quelque chose que les gens veulent, c'est de faire quelque chose que les gens aiment bien. C'est le plus important. Et après vous pouvez vous poser la question des hacks, des raccourcis, des techniques un peu magiques. Après vous pourrez vous poser cette question. Et c'est un truc important parce que moi je reçois vraiment beaucoup de questions sur des gens qui se disent oui mais comment je fais pour... c'est quoi le truc pour toucher plein de gens, c'est quoi le truc pour être repartagé par tel gros compte, blablabla. Le truc, c'est de faire quelque chose de bien, c'est de faire quelque chose que les gens veulent. Et la raison principale pour laquelle plein de business marchent pas, c'est parce que ça ne correspond pas à quelque chose que les gens veulent. Et tous les hacks du monde, tous les raccourcis du monde ne serviront à rien. Qu'est-ce que c'est quelque chose que les gens veulent ? Eh bien, c'est large. Il y a 12 formes de valeurs que Josh Kaufman nous résume, et je trouve que c'est très intéressant d'avoir cette liste sous les yeux. Je vais vous l'écrire dans la description. Vous n'avez pas besoin de la noter, mais c'est important de l'avoir sous les yeux, je pense, parce que elle permet, quand on pense à un domaine dans lequel on est, à un business qu'on veut créer, elle nous permet d'avoir plein d'idées, et de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et les idées qu'on pourrait avoir auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je vais vous lire cette petite liste des 12 formes de valeurs possibles. La première, c'est le produit. En fait non, je vais vous lire les 12 formes de valeurs directement, et je vais l'expliquer après. Donc la première c'est le produit, la deuxième c'est le service, la troisième c'est le ressource partagée, la quatrième c'est l'abonnement, la cinquième c'est la revente, le sixième c'est la location, le fait de louer quelque chose. Pour les autres, la septième c'est l'agency ou alors la publicité, la huitième c'est l'agrégation de l'audience, c'est-à-dire le média, la neuvième c'est l'emprunt, le fait de prêter plutôt, le dixième c'est l'option, de vendre des options, le onzième c'est l'assurance, et la douzième forme de valeur c'est l'investissement et le capital. Donc on commence par le produit. Le produit c'est simple, vous savez déjà ce que c'est. C'est le truc de base auquel on pense quand on est entrepreneur, quand on est créateur. Voilà, j'insiste pas trop là-dessus, c'est une chaussure que vous allez vendre, c'est un objet, c'est un meuble, ça peut être un produit virtuel, un livre au format PDF, un livre audio, voilà, peu importe, quelque chose que vous vendez une fois. L'avantage du produit, c'est que vous pouvez le scaler, c'est-à-dire le vendre à l'échelle, le vendre à beaucoup de gens, si vous le vendez à une seule personne. Plus vous le vendez en général, et moins ça vous coûte cher de le créer, et plus ça vous rapporte, proportionnellement. Le désavantage du produit, c'est qu'en général, il faut investir un peu au début pour le créer, du temps ou de l'argent, pour le mettre en place. Et ça peut être plus dur aussi à améliorer, à changer sur le long terme, mais ça dépend. La deuxième forme de valeur qu'on peut apporter, qui est aussi assez naturelle, donc c'est le service. Le service, c'est plus difficile à scaler en général, parce que c'est quelque chose que vous allez faire vous-même avec votre temps, avec vos aptitudes,
Et donc, si vous êtes capable de le faire vous tout seul pour une dizaine de clients, bah, c'est pas la même chose du tout que d'avoir 1000 employés qui le font pour 1 million de personnes, alors que le produit c'est plus facile à multiplier. Là, dans le service, ça va être difficile. L'avantage, par contre, c'est que c'est facile, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez commencer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez simplement besoin de donner votre temps, et vous n'avez pas forcément besoin d'investir tant que ça, donc c'est moins risqué. C'est d'ailleurs un des points importants sur ces 12 formes de valeur que vous pouvez apporter. La plupart ne vous demandent pas d'investissement et de prise de risque, donc c'est vraiment important pour tous les gens qui disent « Non mais moi je peux pas entreprendre parce que blablabla, j'ai besoin de plein d'argent, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de prendre un risque ». Non, vous n'avez pas besoin de prendre un risque. Si vous avez une idée d'entreprise qui vous demande de prendre un risque et de gagner plein d'argent dans un premier temps, bah, c'est vous avez choisi une idée vous avez choisi une idée que vous ne pourrez pas mettre en action et vous avez décidé de vous tirer une balle dans le pied. Vous pouvez directement vendre un service aujourd'hui, il n'y a pas besoin de remettre à demain le moment où vous commencez à entreprendre. La troisième forme de valeur intéressante, à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le partage des ressources. Alors le partage des ressources, c'est par exemple quelqu'un qui est propriétaire d'une salle de sport, qui achète des machines de musculation très chères et qui les met à disposition des gens. L'idée, c'est que vous allez permettre à des gens de payer pour avoir accès à ces ressources quand ils veulent, et ils vont pouvoir y accéder, et ça va pas leur coûter très cher par rapport au fait d'acheter l'objet en question, la ressource en question. Donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser physiquement. On peut concevoir certains produits physiques en quelque sorte comme des ressources aussi partagées auxquelles on va avoir accès, et voilà, simplement. Alors vous allez voir, entre les différentes formes de valeurs, entre les 12 formes de valeurs différentes, il y a des chevauchements, un peu entre les différents concepts, mais c'est bien, c'est important parce que ça permet de décomposer, de voir toutes les possibilités différentes. Donc partager des ressources, c'est avoir un objet et le mettre à disposition des autres. Et souvent, la raison pour laquelle ça marche, c'est parce que les gens ne les utilisent pas tant que ça, mais ce qu'ils veulent, c'est être en quelque sorte des pseudo-propriétaires, et avoir possibilité d'accéder à la ressource quand ils veulent. Et je pense que c'est un truc qui peut se développer largement, en particulier aujourd'hui. Il y a des gens qui essayent de développer des choses pour partager les ressources comme les machines à laver. Airbnb, fondamentalement, c'est ça, hein, c'est des ressources que les gens n'imaginaient pas partager, leur appartement. Et on pourrait imaginer un partage de ressources d'aspirateurs, par exemple, parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas plus qu'une fois par semaine. Voilà, ce genre de choses, et c'est des choses qui sont, je pense, amenées à se développer avec Internet, et qui sont amenées à être simplifiées de plus en plus. La quatrième forme de valeur intéressante, c'est l'abonnement, les subscriptions. Donc l'abonnement, ça peut être pour un produit, un service ou des ressources, encore une fois. Par exemple, vous pouvez vendre un journal, un magazine, physique ou en ligne. C'est très pertinent pour les créateurs de contenu. Si vous créez des vidéos, des stories, des images sur Instagram, vous pouvez revendre ça d'une manière différente pour les gens qui sont motivés. Voilà, l'abonnement, c'est très bien pour un entrepreneur parce que ça permet aussi d'avoir une plus grande stabilité. Et ça permet de se concentrer sur le fait d'avoir plus de clients et d'avoir plus de rétention, que les gens n'aient pas envie de partir. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, simplifie un peu la vie de l'entrepreneur. Et qui lui permet de voir un peu plus sur le long terme, et ça permet aussi de vendre des produits beaucoup moins chers, beaucoup plus faciles à vendre, par exemple à 10€ par mois, mais qui vont représenter beaucoup sur toute une année. La cinquième forme de valeur intéressante, et à laquelle beaucoup de créateurs sont allergiques malheureusement, c'est la revente. La revente, c'est quoi ? C'est le fait d'acheter quelque chose à un prix et de le vendre plus cher. C'est tout. Là, beaucoup de gens sont allergiques parce qu'ils se disent que c'est un métier d'intermédiaire. C'est un métier où on n'apporte pas de valeur. Mais en fait, si vous arrivez à vendre plus cher un produit qui était moins cher, c'est que vous apportez de la valeur, au moins au créateur original, parce que vous lui permettez de toucher un nouveau public. Vous lui permettez de toucher des gens qu'il n'aurait pas vraiment touchés, à la base. Par exemple, si vous avez un artisan dans votre région qui fait des superbes portes, ou des superbes bureaux, je sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui est pas capable de toucher des gens dans le monde entier, et c'est intéressant pour vous de l'acheter, d'acheter un stock de ces œuvres artisanales, et de les vendre à d'autres gens que vous pouvez facilement toucher sur internet,
ou ailleurs. Et c'est très bien de faire ça, vous apportez vraiment de la valeur si vous faites ça, vous n'êtes pas inutile, c'est une forme de valeur à part entière de faire de la revente. Ça se fait aussi, pas forcément de manière physique, souvent les gens vont faire ça de manière physique avec des choses qu'ils vont choper en Chine ou je ne sais où, mais vous pouvez le faire aussi avec des produits en ligne, et dans ce cas-là on va plutôt parler d'affiliation. Donc vous vendez quelque chose comme, voilà, vous pouvez trouver ça sur Amazon, vous chopez un objet sur Amazon, vous mettez un lien affilié, puis vous touchez quelques pourcentages de la vente par l'affiliation. La sixième forme de valeur intéressante, c'est le lease, c'est-à-dire le fait de louer quelque chose aux gens. Par exemple, donc ça peut être un lieu, ça peut être évidemment, par exemple, si vous achetez un objet très cher, un appareil photo, à 2000 €, on va dire, eh bien il y a des gens qui peuvent être intéressés pour le louer juste une journée, et qui vont être prêts à peut-être mettre 100 € pour ça. Bon, ça c'est aussi intéressant, parce que c'est pas exactement une ressource partagée, puisqu'il s'agit de le donner très temporairement, très localement, et ensuite de le récupérer. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. C'est aussi imaginable, pour les produits en ligne, de donner un accès avec une limite de temps à quelque chose. Ensuite, la septième forme de valeur, c'est l'agency, c'est-à-dire la publicité dans ce contexte-là. Par exemple, alors là c'est intéressant, enfin vous savez ce que c'est la publicité, je vais pas vous expliquer, mais ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens se disent « Non mais ça me concerne pas, ça c'est pas de l'entrepreneuriat, ça c'est un métier à part entière d'être publicitaire », mais non, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Il s'agit pas forcément d'être un publicitaire, il s'agit pas forcément d'apprendre à communiquer avec tout le monde, d'apprendre à faire de la pub, d'apprendre la communication générale. Si vous êtes dans un domaine très spécifique, par exemple vous êtes à fond dans les livres, dans la littérature, vous êtes à fond dans le yoga, vous êtes à fond dans les bains de glace, et que vous avez une petite audience, une petite communauté, ou qu'alors vous savez comment vous adresser à cette communauté, si vous êtes par exemple hypnotiseur, et que vous savez comment vous devez parler aux hypnotiseurs, et bien là vous avez une capacité d'agency, de publicité particulière, qui vous est propre, parce que vous savez comment vous adresser à ces gens-là. Et donc vous pouvez faire cette forme de création de valeur-là, en permettant à d'autres personnes d'accéder à la communauté que vous connaissez bien. Donc c'est un truc qui concerne un peu tout le monde. Vous pouvez tous quasiment faire de la publicité, entre guillemets, pour un petit groupe de personnes. Ensuite, ou alors faire de la publicité en général, c'est aussi un business model intéressant. La huitième forme de valeur, c'est l'agrégation d'audience, c'est-à-dire le fait d'être un média, en fait. Donc par exemple, un magazine, qui pourrait être très peu cher, voire gratuit, avec de la pub dedans, son business model, son modèle économique, c'est l'agrégation d'audience. Un youtubeur va souvent faire ça aussi, il va se faire sponsoriser, en faisant des partenariats, des placements produits, et un podcasteur va peut-être aussi se faire sponsoriser, proposer au début un produit que quelqu'un d'autre va vouloir mettre en valeur. La neuvième forme de valeur intéressante, c'est le loan, c'est-à-dire le prêt. Prêter de l'argent, récupérer cette somme avec un intérêt. Bon, il y a un contexte légal qui fait que tout le monde ne peut pas le faire comme ça. La dixième forme de valeur, c'est l'option. Vendre des options. Alors, on pense au monde financier quand on parle de ça, mais en fait, vous avez tous déjà acheté des options. Par exemple, vous avez déjà sûrement acheté un ticket de cinéma ou un ticket de concert. Et peut-être que vous n'y êtes pas allé. En fait, ce que vous avez acheté, quand vous avez acheté ça, c'est pas fondamentalement le fait d'aller au concert ou d'aller voir le film. Vous n'avez pas acheté le film, vous n'avez pas acheté la musique, vous avez acheté votre place, la possibilité d'y aller. Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps, peut-être que vous avez changé d'avis, mais vous aviez acheté cette option. Et c'est ça vraiment qui est vendu, et voilà, c'est un truc auquel on pense pas, et qui est aussi intéressant. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans ces ventes d'options, il y a je crois que dans les avions aussi, c'est aussi le cas, mais souvent, les gens vont vendre plus que le nombre de places réellement disponibles, parce qu'en fait, c'est inclus dans le coût. Les vendeurs d'options savent que tout le monde ne veut pas utiliser cette option. Ça permet de réduire le coût pour eux. La 11e forme de valeur intéressante, c'est l'assurance. Donc là aussi, un cadre légal, tout le monde ne peut pas le faire, mais grosso modo, les gens vous payent et vous les compensez
dans des cas exceptionnels, lors d'accidents, etc. La 12e forme de valeur qu'on peut apporter, c'est le capital. Investir pour récupérer une partie de cet investissement ensuite si le projet dans lequel vous investissez marche. Et si ça ne marche pas, eh bien vous perdez votre argent. Donc voilà, investir et prendre des risques pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est les 12 formes de valeur, je vous les mets dans la description. C'est intéressant de les avoir sous les yeux, je pense. Vous pensez à votre business, vous pensez à ce que vous faites en ce moment, aux idées que vous avez, et vous vous demandez comment je peux décliner ça sous 12 formes différentes. Et ça peut être... Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça m'a donné pas mal d'idées. Alors, maintenant... et c'est bien aussi parce que ça vous permet, quand vous avez déjà une audience, quand vous avez déjà un média, quand vous avez déjà une entreprise, ça vous permet de vendre différemment, et de gagner de l'argent différemment, et donc d'augmenter vos sources de revenus assez facilement. Ensuite, donc l'auteur parle de différentes choses qu'il a apprises par rapport à la vente, par rapport à la valeur. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a 2 grandes formes de valeur intéressantes et importantes dans l'entrepreneuriat. C'est le fait de simplifier la vie des gens, d'éliminer les hassles en anglais, c'est-à-dire les emmerdes, les complications. Donc ça, on achète tous ce genre de produits, hein. Il y a plein de choses qu'on achète qu'on pourrait ne pas acheter. Par exemple, peut-être que vous êtes sur Netflix. Avant, les gens, ils téléchargeaient des films sur les torrents, et voilà, ils se prenaient pas la tête, et ils avaient juste à être sûrs de trouver le truc en HD, avec les bons sous-titres, avec la bonne langue, etc. Mais maintenant, alors que plein de films, plein de séries sont disponibles en torrent, qu'on peut télécharger gratuitement, mais les gens payent quand même Netflix, pas parce qu'ils sont gentils et respectueux de la loi, mais parce que c'est plus simple en fait. C'est moins prise de tête, et ça leur permet d'avoir accès à tout ce qu'ils veulent rapidement. Souvent on passe par Amazon pour acheter des choses qu'on pourrait très bien trouver autrement, en se déplaçant, mais c'est moins compliqué. En fait, on pourrait prendre 1 milliard d'exemples différents, hein, Uber, etc. Plein de business, en fait, sont des choses qui étaient déjà existantes avant, mais ont en fait permis aux gens d'avoir le même service, le même produit, beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. Et un autre point donc important que dit l'auteur, c'est l'importance dans les valeurs qu'on veut apporter, c'est l'importance du statut social qu'on va produire, qu'on va amener aux clients. C'est-à-dire que souvent on achète pour augmenter son statut social et on s'en rend pas compte. Alors ça se fait souvent de manière indirecte. C'est le fait, évidemment, il y a le fait d'acheter une voiture stylée, d'avoir des belles chaussures, une belle montre, etc. pour augmenter, pour améliorer l'image qu'on donne aux autres. Mais en fait, plein d'autres produits qui n'ont pas l'air liés à ça le sont également. Souvent, on essaye d'exprimer une identité par les choses qu'on achète, même si ça ne se voit pas à première vue. On va par exemple acheter quelque chose qui va nous permettre d'être plus informés, plus éduqués, et qui ensuite derrière va nous permettre de gagner plus d'argent. Ça indirectement c'est lié au statut qu'on va apporter. Et ça nous explique, ça permet de comprendre beaucoup de publicités qui se concentrent plus sur le service ou le produit ou la valeur apportée directement, mais qui se concentrent dans leur communication sur ce que vous allez devenir. Si vous pensez typiquement en pub pour les parfums, pour les voitures, mais en fait toutes les pubs aujourd'hui, c'est concentré généralement sur qui vous allez devenir, quel statut vous allez avoir grâce à ça. Donc ça c'est un truc important à comprendre. Ensuite, l'auteur parle de la concurrence. Et pourquoi est-ce qu'il faut se diriger vers la concurrence ? Souvent les créateurs, les entrepreneurs ont peur de la concurrence. Pourtant, c'est un bon signe. C'est le signe qu'il y a des clients et un marché. Surtout si ces concurrents sont là depuis longtemps. En fait, il est plus facile de faire mieux que les autres que de trouver de nouvelles demandes à laquelle personne n'a encore jamais répondu. Donc pour comprendre ces concurrents, le mieux souvent c'est d'être soi-même leur client, de voir leurs produits, de voir ce qu'on peut faire de mieux, de voir ce qu'il y a à améliorer. Et souvent je vous le dis, moi c'est mon ressenti, c'est un truc que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Souvent les gens qui marchent dans un domaine, c'est pas parce qu'ils sont excellents, c'est parce qu'ils sont là où il y a une demande forte, là où il y a un besoin, là où il y a un bon marché.
Et en vérité, la plupart des entrepreneurs, malheureusement, ou heureusement pour vous, c'est pas, ils font pas le maximum. Ils visent pas l'excellence, ils essaient pas de faire un truc parfait, ils ont pas forcément un bon service après-vente, ils sont pas forcément très proches de leurs clients, ils essayent pas de faire quelque chose vont pas forcément bien quantifier les choses, enfin bref. Ils proposent pas quelque chose d'une valeur maximale. Et en fait, c'est pas si compliqué de faire la même chose qu'eux, mais 10 fois mieux. C'est compliqué, c'est difficile, ça demande de l'effort, mais ça a l'avantage d'être simple, dans le sens où c'est un objectif simple à comprendre, et il faut juste ensuite l'atteindre. L'avantage, c'est que quand vous allez dans un marché concurrentiel, où vous savez qu'il y a des clients, qu'il y a de l'argent à se faire, eh bien, en fait, vous savez quoi faire. Vous pouvez facilement savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas besoin de passer des années de tests, d'expériences, d'erreurs, où vous avez aucun retour, et où vous gagnez pas votre vie parce que vous êtes peut-être sur un très mauvais marché. Donc voilà, n'ayez pas peur des domaines dans lesquels il y a déjà beaucoup de monde. Par contre, la condition, et ça beaucoup de gens ne le font pas malheureusement, la condition c'est de faire quelque chose objectivement 10 fois mieux que les autres. Si ça vous semble impossible, peut-être que c'est pas le bon domaine pour vous. Ensuite, l'auteur parle du fait, en fait, quand on crée un produit, de choisir entre deux choses, entre deux pôles, que sont la qualité et la convenience, c'est-à-dire le côté pratique et accessible. Par exemple, en fait, ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que il n'y a pas de formule du succès dans l'entrepreneuriat, par contre, il y a une formule de l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde en même temps. Pour illustrer l'opposition des deux pôles entre qualité et convenience, donc je crois qu'on peut parler de praticité, le fait que ce soit pratique, eh bien il prend l'exemple de Gap. Donc Gap, c'est une marque de vêtements qui possède deux autres marques que sont Banana Republic et Old Navy. Banana Republic, c'est une marque donc détenue par Gap aussi, qui a un aspect plus esthétique, qui va chercher davantage à montrer le statut des personnes qui le portent et qui va être plus cher également, alors que Old Navy, ça va être plutôt le côté pratique, le côté anti-hassle, anti-complication, anti-emmerde, que décrit aussi Geoff Kaufman. Donc c'est l'autre axe de vente important, qui, c'est les gens qui veulent acheter des vêtements simples, conformes, qui vont plaire à la majorité des gens, qui passent partout, et qui sont pas trop chers. Donc c'est vraiment les deux axes, c'est-à-dire... et puis, bien sûr, après ça, il y a Gap, c'est-à-dire une marque qui est entre les deux, à la fois un peu cher et un peu esthétique, et en même temps pratique, et qui correspond à la volonté générale des gens. Donc ça illustre bien en fait ces deux axes dans la création de valeur. Est-ce que vous voulez créer quelque chose qui va augmenter le statut des gens, donc ou de la qualité si vous voulez, ou alors quelque chose qui est anti-hassle, anti-complication, qui va simplifier leur vie. C'est les deux axes possibles. Ou alors est-ce que vous êtes un peu entre les deux? Ensuite, l'auteur parle un peu de marketing et de comment on peut faire pour se faire remarquer, et reprend le concept de Purple Co, c'est-à-dire de la vache violette, développée par Seth Godin, qui est l'idée d'illustrer, de se démarquer de toutes les manières possibles. Une vache violette, c'est beaucoup plus facile, c'est quelque chose dont on va se rappeler, c'est quelque chose qui va nous marquer. Et en fait, dans votre business, vous devez trouver votre propre vache violette, quelque chose qui va capter l'attention et l'intérêt des gens. Quand vous créez un produit, de manière générale, ce que dit Geoff Kaufman, c'est que vous devez résister au réflexe de chercher du feedback directement auprès de vos amis ou de votre famille. Parce que eux, ils veulent que vous les aimiez, ils vont pas vous dire des choses trop désagréables. Ce que vous devez faire, c'est plutôt essayer de vendre directement, et pour ça il parle du shadow testing, et vous exposer directement. En fait, ce qu'il dit, c'est que vous ne devez pas avoir peur d'être détesté, d'être critiqué, etc. Surtout quand vous commencez, parce que ce qui se passe quand vous faites quelque chose de nul, c'est que vous êtes personne, que vous n'êtes pas connu, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'en fout.
ça laisse les gens indifférents. C'est le pire imaginable au début. Donc n'hésitez pas à créer directement. Il parle donc du shadow testing aussi, qui est le fait de vendre quelque chose avant de l'avoir créé. Alors la clé pour ça, le plus important, c'est de l'avouer. C'est de dire que vous êtes en prototypage, que vous êtes en train de fabriquer ce que vous vendez, et ça vous permet de voir l'intérêt des gens et de moins prendre de risques quand vous créez. C'est quelque chose que par exemple l'entreprise Fitbit a fait, c'est une montre connectée, qui a très bien marché, qui est aujourd'hui assez populaire. Ensuite, l'auteur parle d'un concept qu'on va souvent mettre de côté en fait quand on a un créateur, c'est la question de l'adressabilité. Souvent on se pose juste la question de créer de la valeur, d'apporter quelque chose, de faire quelque chose de bien, etc. Mais faire un produit excellent pour des Inuits, par exemple, à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Parce que on va peut-être que notre produit est super, peut-être qu'on peut leur apporter plein de valeur, mais peut-être qu'on aura du mal à les trouver et leur vendre le produit. L'adressabilité est un truc qu'il faut surtout pas négliger. Parfois un produit moyen, sympa, mais qui est très facilement adressable, dont vous savez facilement où trouver la communauté, c'est beaucoup mieux. Par exemple, si vous pouvez trouver les gens qui aiment le yoga, si vous voulez vendre un type de tapis différent, vous pouvez les trouver dans les studios, dans les cours, dans les gens qui sont abonnés à des magazines de yoga. C'est une communauté facilement adressable. C'est important d'adresser la communauté, de la trouver, parce que c'est ce qui vous permettra aussi de lui exposer vos produits, et puis pourquoi pas de les tester. Il parle des concessionnaires de voitures, pour qui c'est extrêmement important, selon eux, de faire des tests, de faire des tours gratuits dans les voitures, parce qu'en fait, quand les concessionnaires font ça, les gens achètent beaucoup plus souvent. C'est un truc très important, parce que ça, quand on veut acheter une voiture, qu'on se pose la question et qu'on est dans un état de jugement, et qu'on essaye de monter dedans et de rouler, eh bien on quitte souvent l'état de jugement pour rentrer dans un état de désir, dans un état émotionnel. Et c'est la même chose pour les gens qui vendent des animaux de compagnie. Souvent ils vont vous proposer, je sais pas si ça se fait en France, mais aux États-Unis, ils vont vous proposer si vous hésitez, de passer une journée avec le petit chiot que vous voulez peut-être acheter. Et dans la quasi-totalité des cas, quand quelqu'un emmène un petit chiot chez lui pour une journée pour tester, eh bien en fait il l'achète et il reste avec lui et il ne revient pas au magasin. Parce qu'il est passé d'un état rationnel à un état émotionnel. Donc voilà les différents concepts autour de la création de valeur. Ensuite, l'auteur parle d'un concept important pour bien expliquer la valeur qu'on veut apporter. C'est important d'apporter de la valeur, c'est important d'adresser les bonnes personnes et de les trouver, mais c'est aussi important de bien formuler les choses. Il prend l'exemple d'Apple, en lançant l'iPod, qui a proposé aux gens d'avoir 1000 chansons dans leur poche. Et ça, c'était une chose intelligente, là où d'autres avaient plutôt le réflexe de proposer aux gens d'avoir X mégabytes de mémoire pour leur musique. Le fait de proposer directement les chansons, d'avoir un chiffre et une proposition de valeur claire, ça permet de vendre beaucoup plus facilement. Un autre exemple que vous connaissez de proposition de valeur claire, c'est un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est un titre extrêmement clair qui vous dit en 4 mots, 4 mots c'est en anglais, 4 hour work week, que on peut travailler moins, 4 heures, donc ça sous-entend qu'on va gagner plus d'argent en moins de temps, et la troisième chose apportée en termes de valeur, c'est l'idée de profiter de sa vie, parce que si je travaille que 4 heures, ça veut dire que j'ai beaucoup d'heures dans la semaine de libre pour voyager par exemple. Ce qui est illustré dans la couverture du livre où il y a un homme qui dort sur un hamac. Ça c'est une bonne idée de proposition de valeur. Donc ça c'est un truc que j'utilise aussi. Par exemple 99 livres, la proposition de valeur est très claire et nette. C'est 99 résumés. Ensuite, un truc vraiment intéressant que j'étais content vraiment de lire, de trouver dans ce livre, parce que c'est dit par quasiment personne, c'est la question des prix.
le fait de minimiser ou maximiser ses prix. Ce qu'on vous dit en général dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut vendre le plus cher possible. Enfin, vendre pas le plus cher possible, mais vendre de manière optimale pour avoir le plus de ventes et gagner le plus d'argent possible. En fait, vendre au prix où vous pouvez vendre et toujours avoir plein de clients. Ça paraît assez rationnel comme ça, de faire ça, mais ce que dit l'auteur, c'est qu'il y a une autre approche, c'est de juste vendre au prix minimal pour que votre business puisse continuer à exister, pour que votre business continue à tourner. Ça paraît étonnant, mais en fait c'est une approche qui est plus sur le long terme, parce que si vous faites ça, si vous minimisez le prix au lieu de le maximiser, eh bien tout d'un coup les gens trouvent que ce que vous proposez c'est une super bonne affaire. Et sur le long terme, ça peut être un choix plus intelligent. Parce que les gens vont vous adorer, vous allez aussi améliorer votre réputation sur le long terme, les gens vont vous voir comme quelqu'un qui fait un super truc, à un prix très raisonnable. Pensez en fait au restaurant. Il y a des restaurants qui vendent des choses très chères et de très bonne qualité, mais souvent les restaurants dont les gens parlent, qui vont être adorés, qui vont être vraiment aimés de manière passionnelle, c'est les petits restaurants très bons, et à un prix normal, à un prix très abordable. Ça, ils vont avoir des couvertures de magazines sur eux, voilà, plein de gens vont en parler, les gens vont adorer. Et même si ça leur apporte pas d'argent sur le court terme, même si ça peut paraître un peu irrationnel, et bien sur le long terme, peut-être qu'ils vont durer plus longtemps ces restaurants. Peut-être qu'ils vont jamais fermer, peut-être qu'ils vont marcher toute l'année, en semaine, etc. et qu'ils auront plus de clients de cette manière-là. Donc ça, c'est un modèle mental que je trouve intéressant aussi, et qui correspond davantage à ce que je fais moi, ce que je veux faire moi, c'est ne pas maximiser le prix, parce qu'en plus de toute façon on n'a pas... on se sent pas forcément bien à vendre quelque chose ultra cher et le plus cher possible pour gagner un max d'argent. Et c'est bien de savoir qu'il y a au moins une bonne raison de minimiser un petit peu les prix. À propos des prix, l'auteur donc dit que on n'est pas tout à fait rationnel par rapport au prix. On n'est pas forcément prêt à payer la valeur d'une chose. Il prend cet exemple-là qui est intéressant. Si vous vendez un produit qui va permettre aux gens de gagner plus d'argent, par exemple, eh bien, par exemple, si vous voulez vendre un produit qui coûte 1 million d'euros, mais qui va rapporter aux gens 1 million d'euros et 1 euro et 1 centime, a priori c'est une bonne affaire. C'est un produit qui ne coûte rien. C'est un produit qui juste vous rapporte 1 euro et 1 centime. Mais non, les gens ne vont pas dépenser 1 million d'euros pour gagner 1 million d'euros et 1 euro de plus. Et il faut avoir conscience de ça quand on vend quelque chose, c'est qu'il y a... c'est pas forcément un choix rationnel qui est fait. Et il faut penser le prix en fonction de ça. C'est-à-dire que dans le prix, c'est comme s'il faut aller ajouter un prix supplémentaire qui est le fait de sortir sa carte bleue, qui est le fait de sortir, de faire l'acte de payer. C'est un coût en soi, en fait, et c'est un risque aussi, parce que les gens peuvent se dire, peut-être que je vais me faire arnaquer, donc les gens vont pas dépenser de l'argent uniquement pour obtenir la valeur promise. Donc ensuite, l'auteur parle de la différence, en fait, entre les startups, les entreprises, sur l'approche bootstrap contre l'approche de la levée de fonds. Ce qu'il dit, c'est que ça dépend... Vous devez faire un choix en fonction de votre désir, de votre volonté. Par exemple, si vous voulez avoir plus de liberté, vous devez plutôt chercher l'approche bootstrap, c'est-à-dire ne pas obtenir de l'argent de l'extérieur, mais vendre directement un produit pour vous autofinancer. Et la levée de fonds, c'est plus pour les gens qui sont juste très ambitieux, qui veulent créer quelque chose qui va toucher le monde entier, et qui n'ont pas cette obsession en fait de la liberté, mais plutôt du pouvoir et de l'ambition. Donc une autre réflexion intéressante, c'est quand on est entrepreneur, il faut surtout pas devenir la banque des gens. Il faut faire en sorte de payer tard les produits qu'on achète, essayer de les payer le plus tard possible, après utilisation par exemple, et sauf bien sûr si vous devez payer vos propres employés, ou là faut les payer à temps, et vous devez aussi faire payer vos services, vendre vos services,
le plus tôt possible. Essayez de prendre l'argent des gens avant de rendre le service, avant de donner le produit, plutôt que l'inverse. Parce qu'en fait, si vous faites pas ça, si vous obtenez l'argent, si vous dépensez en premier avant les autres et que vous obtenez l'argent après les autres, eh bien en fait vous faites le métier d'une banque. Et vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas être le stockeur d'argent, le stockeur de dettes des gens. Ensuite l'auteur parle de différents concepts en fait pour être discipliné, pour être motivé, être créatif et productif dans son travail. Il donne différents conseils que je vais partager avec vous, je vais partager les plus intéressants. Il parle de l'importance du mono-idéalisme, le fait de faire une seule chose à la fois, pourquoi est-ce que notre cerveau fonctionne mieux de cette manière-là. Et il a aussi une formulation que je trouve intéressante, c'est le coût des transitions cognitives. À chaque fois que vous changez de tâche, que vous décidez de faire quelque chose d'autre que ce que vous faites, cela a un coût, cela vous fatigue, cela vous prend de l'énergie. Alors si vous faites ça toute la journée, ça risque d'être difficile pour vous, et il faut viser autant que possible le mono-idéalisme, c'est-à-dire faire une seule chose à la fois, ne pas être interrompu, ça va vous aider grandement. Ensuite, il propose aux gens de se mettre des deadlines artificielles, parce qu'il y a une loi qui fait que quand on se fixe une limite de temps, eh bien, on fait les choses dans cette limite. Il faut être capable de la créer, et il faut s'en servir aussi comme une excuse pour refuser, par exemple, un rendez-vous, refuser un appel, une interruption, dire aux gens autour de vous que vous travaillez avec une deadline et que vous devez absolument finir ce truc-là avant ce soir, avant lundi, même si fondamentalement c'est vous-même qui vous êtes imposé ça. C'est un truc que je fais et que c'est vraiment efficace pour avancer, parce que surtout quand on est entrepreneur, qu'on fait les trucs de son côté, eh bien, il arrive un moment en fait où on n'a plus de deadline. Et c'est important de s'en créer pour soi, et de les respecter. Il a un autre concept, une autre formulation que je trouve intéressante, c'est celle de la R&D personnelle. La recherche et le développement, vous savez ce que c'est quand une entreprise investit de l'argent, parfois ça va être 5-10% de tout son argent, de tous ses profits, pour faire de la recherche, c'est-à-dire quelque chose qui rapporte rien directement, mais qui peut rapporter gros sur le long terme, et qui va permettre de garder de l'avance, en fait, de garder une première position. C'est quelque chose de nécessaire. Dès que vous avez les moyens, vous devez le faire, mais vous ne devez pas non plus en abuser, évidemment, puisque vous pouvez pas, une entreprise qui marche ne met pas 100% de ses profits dans la R&D. Il faut aussi faire tourner l'entreprise, augmenter ses profits de manière fiable, de manière sûre, mais il faut aussi investir un peu dans l'incertain, parce que ça pourrait vous rapporter très gros. Donc il faut voir ça comme ça, l'investissement que vous faites dans vous-même pour vous former dans des choses que vous n'êtes pas sûr d'utiliser, dont vous n'êtes pas sûr qu'elles vont vous mener quelque part, apprendre des nouvelles aptitudes, apprendre la musique, apprendre la vidéo, apprendre l'image, apprendre l'écriture, c'est des choses qui sont qui méritent apprendre à coder, c'est de la recherche. Même si vous savez pas où ça vous mène, essayez d'avoir un petit peu quelques projets de ce genre-là dans votre vie. Bon, je trouve que c'est un bon modèle mental aussi. Ensuite, l'auteur parle d'un concept aussi que je trouve intéressant. Dans les entreprises, dans le travail de groupe, il y a un truc auquel on pense pas forcément, c'est l'abus de communication. Dans l'armée, dans les domaines comme ça, il y a ce concept-là, donc en anglais du communication overhead, c'est l'idée de qu'on peut trop communiquer. Alors vous savez déjà, tout le monde sait déjà qu'on peut ne pas assez communiquer, c'est un truc très problématique aussi dans les situations sociales, de ne pas se dire suffisamment les choses, mais un gros problème aussi qu'on a, souvent, dans les grosses boîtes ou dans certains milieux, c'est de trop parler, de trop communiquer, et ça nous interrompt, ça nous donne moins de temps pour créer, ça nous donne trop d'informations aussi. Parfois on a besoin d'avoir moins d'informations pour être mono-idéaliste, plus concentré, et il faut faire attention à ça. Un autre concept aussi que donne l'auteur, que je trouve intéressant, qui vient aussi un peu du monde militaire, c'est l'intention de commandement. Quand vous êtes patron, quand vous devez gérer des gens, donner des ordres, vous ne devez pas simplement dire aux gens ce qu'ils doivent faire le plus exactement et précisément possible.
Le plus important, c'est que vous leur disiez pourquoi vous leur donnez telle ou telle consigne. Donc ça vient du monde militaire parce que les généraux se sont aperçus que quand ils voulaient donner des ordres à quelqu'un, je sais pas comment on dit, un lieutenant, un officier, eh bien ils voyaient que quand ils donnaient des ordres trop précis, eh bien souvent la situation sur le terrain changeait, et ça donnait des choses absurdes, en fait, des erreurs stratégiques. Alors que quand on donne à un officier, un lieutenant, les explications, la raison pour laquelle il doit emmener ses troupes en haut de la colline, qu'on lui dit précisément pourquoi, eh bien s'il y a un changement de configuration, de météo, de je ne sais quoi, eh bien il va utiliser son intelligence pour se réadapter. Donc il faut faire confiance à l'intelligence de tous les maillons de votre hiérarchie pour avoir un système plus flexible et plus mobile, plus agile. Il parle aussi, par rapport à ça, de la planification. Qu'est-ce que ça veut dire la planification et pourquoi c'est important ? Il reprend la citation assez connue qui dit que les plans ne servent à rien, mais que la planification est indispensable. Quand on fait un plan, on se trompe. Généralement, on a tort. Les choses prennent plus de temps que prévu. Malheureusement, souvent on peut pas le dire, parce que si on sait que sur un projet d'1 an, on doit ajouter 1 ou 2 mois pour les accidents, pour les maladies, pour les personnes absentes, pour l'imprévu, et qu'on présente ce plan à notre client, à notre patron, il va nous dire « Non, mais là t'as ajouté 2 mois pour rien, tu me retires ça ». Donc malheureusement, tous les plans sont faux, et pas exacts, et il y a un problème avec ça, mais il faut quand même planifier. Pour réussir, pour avoir une bonne stratégie, il faut planifier, pour avoir une vision de ce qu'il faut faire et ne pas faire, et pour clarifier les choses. Donc il faut continuer à planifier, même si aucun plan ne se réalise. Autre petit concept intéressant que moi j'ai pioché dans le livre, c'est celui de l'effet Pygmalion. L'effet Pygmalion, donc c'est important quand vous travaillez avec des gens, c'est l'idée d'attendre le meilleur des autres. Si vous projetez une attente positive vis-à-vis des gens, si vous êtes convaincu qu'ils vont être créatifs, qu'ils vont produire beaucoup, qu'ils vont être à l'heure, qu'ils vont faire je ne sais quoi, souvent ils vont le faire, souvent ils vont arriver à s'adapter à vos attentes. Donc plutôt que d'être autoritaire, critique, sceptique vis-à-vis d'eux, utilisez l'effet Pygmalion, partez du principe que les gens sont motivés, courageux, bons, intelligents, etc. Parce que souvent ça va les faire tendre vers cela. Alors le problème de l'effet Pygmalion, si vous êtes comme ça, si vous voyez les gens de manière positive, c'est que vous risquez d'être souvent déçus. Alors c'est difficile à vivre, mais c'est quand même une bonne chose à pratiquer. L'auteur parle ensuite de plusieurs biais. En fait, il y a tout un aspect psychologique autour du livre dont parle Josh Kaufman, parce qu'évidemment, dans l'entrepreneuriat, l'aspect psychologique est très important, que ce soit pour gérer des gens ou avoir des relations avec des clients. Donc il parle d'un point important dans une entreprise, c'est le biais en faveur des interventions. Quand il y a un problème, on veut souvent faire quelque chose. Pas parce que c'est utile, mais parce que ça nous fait nous sentir bien après une situation négative. On a besoin d'agir, peu importe comment. Et souvent, c'est pas la solution, souvent la solution c'est de rien faire. Prenons mon exemple. Vous avez une boîte où vous permettez à tous vos employés de dépenser de l'argent pour acheter autant de livres qu'ils veulent, sans poser de questions, sans vérification. Un jour, après des années à faire ça, il y a une personne dans votre boîte qui achète 100 livres qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites dans votre entreprise, qui va acheter 100 romans de science-fiction qui servent à rien, pour vous. Et donc c'est une dépense inutile. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous changez la règle ? Est-ce que vous dites maintenant c'est fini, on n'achète plus autant de livres sans vérification avec l'argent de la boîte ? Ou est-ce que vous ne faites rien ? Il vaut mieux en fait, ce que l'auteur, ne rien faire. Parce que c'est un cas particulier, c'est arrivé une fois, vous pouvez avoir une discussion avec la personne qui a abusé de la règle, qui a fait ça, mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin de prévoir le cas potentiel à l'avenir où ça va se reproduire, parce que c'est quelque chose de rare, et ça pourrait vous coûter plus cher d'éliminer cette règle, parce que peut-être que pour les autres employés, c'était une règle laxiste très
utiles, très bien, qui les faisaient se sentir bien et qui leur permettaient d'acheter des bouquins utiles pour eux. Dernier concept que je veux partager avec vous, que j'ai découvert dans ce livre, et qui est aussi un modèle intéressant, c'est ce qu'il appelle le mode dégradé. Qu'on appelle comme ça en français, lui il parle donc de fail-safe mode. C'est important dans une entreprise, c'est encore un truc qui est présent dans le monde militaire, dans les avions, dans les gouvernements. Donc, par exemple, un avion a un mode prévu en cas de dépressurisation, ce qui n'est pas du tout normal, qui est un cas extrême. Les armées sont prévues pour fonctionner, les escadrons sont censés marcher avec des situations extrêmes, avec moins de nourriture, avec plus d'accès à du matériel. Un hôpital doit savoir fonctionner sans électricité. Un gouvernement a aussi un fail-safe mode, ou un mode dégradé, qui doit lui permettre de fonctionner même quand il est bloqué. Parce qu'il y a un état de guerre, ou voilà, une grande révolution, ou que sais-je. Tout le monde doit avoir un fail-safe mode. Tout le monde doit avoir un mode dégradé et être prêt à fonctionner dans des cas extrêmes. Dans un mode de survie, en fait. Vous devez développer le vôtre avant que ce soit nécessaire. Dès que vous avez les moyens de le faire, vous devez investir dans un plan, dans des moyens qui vous permettront de survivre, de continuer à exister, même dans un cas où l'accès à des ressources, à une audience ou quelque chose, ou de l'argent tout simplement, vous sera bloqué. Voilà, les différents concepts, les différents modèles mentaux qu'il y a dans le bouquin, il y en a plein d'autres en fait. Je suis passé assez rapidement sur la partie un peu plus psychologique du livre que développe Josh Kaufman pour la simple raison que je le développe, c'est des concepts dont moi j'ai déjà parlé, et que je développe beaucoup plus dans d'autres bouquins que je résume ici sur 99 livres, donc vous avez des choses sur le sommeil que vous allez trouver plus en profondeur dans The Internal Time, sur les cycles de sommeil, et le temps interne. Vous avez des choses sur l'énergie, le management de l'énergie que vous allez trouver dans le résumé du livre de Tony Schwartz sur le management de l'énergie et du temps. Il y a des choses sur les habitudes que vous trouvez dans le livre résumé de Power of Habits de Charles Duhigg. Et voilà, d'autres choses sur la volonté que vous allez trouver aussi dans les livres sur le sujet. Et donc je vais pas vous parler des leçons un peu plus simples qu'on trouve dans le Personal MBA de Josh Kaufman, puisque c'est plus en surface. Alors qu'est-ce que je pense de ce livre? Donc vous l'avez compris, il y a quand même plein de choses intéressantes. C'est un livre très utile. Je pense que c'est peut-être le mieux pour quelqu'un qui y connaît absolument rien en entrepreneuriat, rien en psychologie de motivation personnelle. Je pense que c'est un bon début. Ça touche en surface plusieurs petites choses, ça permet de se diriger vers plein de petites lectures. Donc je pense que c'est un bon bouquin qui vaut le coup. Alors si ça vous semble un peu superficiel, vous en avez peut-être pas besoin, et peut-être que vous devriez vous concentrer sur d'autres bouquins, mais c'est un livre intéressant quand même. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé. Salut. Alors pour ceux qui ont aimé ce petit résumé, je vous invite à en écouter d'autres sur 99 livres, le lien est juste en dessous. Et encore une fois, pour ceux qui veulent participer à la semaine de création à Paris du 26 au 31 décembre, vous avez aussi le lien en dessous pour commencer à créer et entreprendre avec une dizaine de personnes. Il reste actuellement 5 places. Donc voilà, si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas de la région parisienne, contactez-moi par mail à autodisciple@gmail.com et on essaiera d'organiser quelque chose pour un logement commun entre plusieurs personnes. Voilà, je vous dis à très bientôt.